Je vous propose de passer à la deuxième intervention. Donc c'est Françoise Siorat du GIP Bretagne Environnement qui va intervenir sur les questions d'emboîtement d'échelle. Là, on est dans les logiques de coopération verticale. On va partir de l'exemple de la faune. On a de nombreuses données, de très nombreux acteurs, une grande dynamique dans tout cela et beaucoup de matière. La question, c'est d'arriver à améliorer les collaborations entre acteurs et le formatage des données pour un meilleur résultat. Donc à travers d'exemples, l'illustration va vous être donnée. Voilà, bonjour à tous. Et en termes d'exemple, ça va être du vécu, du vrai de vrai, du sang et de la sueur de l'Observatoire de la biodiversité. Alors je vous préviens tout de suite, les lieux ont été changés, les noms aussi été changés. Par contre, toutes les situations, c'est du vrai. Donc plutôt que de parler de concepts et autres, j'ai pris 5 exemples auxquels j'étais confronté sur cette thématique d'emboîtement d'échelle. Mais vous allez voir que il n'y a pas que de l'espace derrière ces échelles. Il peut y avoir aussi d'autres choses qui s'emboîtent ou qui s'intriquent. Alors, mon discours, évidemment, est très, comme ça a été dit, biodiversité. Donc, s'il y a des gens qui sont plutôt de l'univers des déchets ou de l'énergie ou d'autres systèmes ou thématiques en termes de données, ne soyez pas surpris. La biodiversité et la donnée en biodiversité, c'est un peu particulier. Donc, vous serez peut-être surpris. Mais c'est aussi l'intérêt de venir écouter des gens de biodiversité quand on est dans notre monde. Et mon discours va être d'une expérience régionale. Alors, je m'excuse aussi pour les gens qui serait plutôt dans la dimension départementale, mais région, département, par rapport aux problèmes que je vais évoquer, vous pouvez faire un parallèle, c'est complètement synonyme. Il y a du national, il y a cet échelon intermédiaire régional, départemental, et il y a ce que j'appelle moi le local, qui sont tous les mécanismes, dispositifs infra-régionaux. Mais parlons du vrai, du vécu. Premier exemple. Le wetlands pour les initiés, un système de recensement qui est annuel des limicoles et anatidés côtiers hivernants, annuel qui est national, la Bretagne y participe. Vous voyez ici le découpage de tous les petits secteurs où une fois par an vous avez plein de gens, c'est cette semaine, c'est la semaine prochaine, ça se passe toujours au mois de janvier. Où les gens vont recenser ces oiseaux. C'est un recensement qui est protocolé, on ne le fait pas n'importe comment, on est dans une science peut-être participative puisque ce n'est pas un laboratoire de recherche, c'est la société civile qui va sur le terrain pour recueillir de la donnée, mais une donnée avec un dispositif de protocole. Donc les gens, quand ils sont sur le terrain, ils n'observent pas n'importe quand, n'importe comment et n'importe quel type d'oiseau. Avec une circulation de l'information qui part du local, donc la fiche de terrain qui va être rassemblée, compilée par des coordinateurs et qui va passer directement au niveau national. Donc moi, en tant que chef de projet de l'observatoire régional, j'ai besoin de faire une synthèse sur les limicoles, j'interroge la structure ou les deux structures nationales, l'une pour les limicoles, l'autre pour les anatidés, c'est-à-dire la Ligue pour la protection des oiseaux et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Cet emboîtement du local, national, pour revenir vers le régional ou départemental, ça pose quand même quelques petits soucis. Quand moi j'ai cette base qui concerne la région Bretagne qui revient, j'ai une grosse perte d'informations, avec notamment ici un exemple sur une ligne dans la colonne site qui s'appelle autres sites. C'est-à-dire qu'au niveau national, il compile par rapport à une observation très locale sur le site A, B, C, D. Le national, lui, synthétise A plus B plus C plus D. Donc dans la base qui me revient, le site, les comptages qui ont eu sur le site A ou B ou C ou D ont disparu. Ils ont été cumulés, agrégés en une seule ligne. Donc, moi, je perds l'observation, l'information des recensements sur ces secteurs-là. Et puis, dans mon traitement plus ou moins automatisé, il y a un atelier là, informatique décisionnel, on emploie aussi ces outils-là. J'ai une ligne qui apparaît avec un site qui a un intérêt majeur pour la région Bretagne, qui est un site d'envergure européen. Sauf que sur le terrain, ça ne correspond à rien. Donc à la fois une perte d'information et ça génère dans la base, en termes de traitement, des incohérences. Alors il y a évidemment des solutions
Pensez bien que si je suis là à porter les aspects négatifs, j'essaye aussi de proposer des solutions pour aller un petit peu plus loin. La solution, elle est simple, c'est que ces données locales soient agrégées dans une dimension ou départementale ou régionale, mais qu'il y ait déjà ce positionnement de l'intermédiaire qui soit bien intermédiaire dans la chaîne et qui n'arrive pas au bout. Donc on aurait quelque chose d'un petit peu plus à la fois simple, entendable et cohérent si on partait du local, régional, vers le national. Donc moi, je pourrais envoyer la base agrégée selon ce que le national veut ou toute la base, le national en faisant la synthèse, lui qui l'intéresse pour sa vision régionale. Mais je garderai l'information entière et première qui aurait été acquise sur le terrain. Et tout ça, évidemment, par rapport à la question première, est-ce que ça demande plus de moyens? Non. Là, on est juste dans l'organisation du flux de l'information. Et pour en avoir déjà discuté avec les opérateurs terrain ou coordinateurs, ça peut se faire demain. Là, on est juste sur une question de volonté. Deuxième exemple. Alors c'est embêtant, ce diaporama, moi à l'écran, oui c'est pareil là, j'ai un petit ascenseur quelque part, voilà ça sera un petit peu mieux comme ça. On est sur le sujet de l'archivage des données sources. De temps en temps, j'ai besoin d'informations, que je travaille sur la SCAP ou sur le SRCE pour le compte de l'État et du Conseil régional. J'ai besoin de répondre à certaines questions, donc d'avoir par exemple le nombre d'oiseaux qu'il y a en Bretagne. Vous voyez sur le schéma le nombre d'acteurs qu'il faut que j'interroge pour avoir ce genre d'informations. Si on me demande une information sur la biodiversité, j'ai donc un petit peu plus de 5-6 gros opérateurs auxquels je dois poser la question, plus la colonne divers, et dans les divers il y en a pas mal, sachant qu'il me faut une ligne entière, il me faut interroger vraiment tous les opérateurs, les archiveurs de données, c'est pas que les producteurs, là, ce sont ceux qui ont des bases dont la somme de ces bases fait l'ensemble des données régionales. Donc on est sur plutôt les structures qui archivent la donnée. Si donc j'ai une question sur la biodiversité, vous voyez qu'en fonction des thématiques, je dois poser autant de questions qu'il y a de petites boules dans le diagramme. En sachant évidemment que alors oui, c'est plutôt celle-là, bon d'accord, voilà. Plus il va y avoir d'acteurs en jeu, plus ça va être difficile d'être sûr d'avoir questionné tous les acteurs pour avoir 100% des données qui existent en Bretagne. Donc il y a un petit GPS à avoir pour être sûr que la bonne donnée est au bon endroit. Et évidemment, plus vous avez de bases qui arrivent, plus la multiplicité des formats, pour pas dire la structure même de la base est compliquée. Et en termes d'agrégation derrière, quand je vous parlais de sang et de sueur, je suis à cet endroit-là. Il me faut parfois des semaines entières pour compiler deux petits fichiers, tellement ils sont d'origine et constitués de manière différente. Alors, en termes de solutions, pardon, je me trompe en termes de solutions, là aussi, il y a des choses qui sont en train de s'organiser à l'échelle régionale, mais il faut accentuer sur tout ce qui est compilation par thématique. On parle d'oiseaux, donc ça serait normal qu'il y ait une structure à l'échelle régionale qui compile sur les oiseaux, une seule structure qui compile sur les mammifères, une seule structure qui compile sur les invertébrés. Tout ça dans le cadre d'une coordination régionale. Mais derrière cette compilation, il faut aussi mutualiser. Donc là, on est sur la thématique de la mise en réseau via... Là, j'ai mis plateforme au singulier, mais ça peut être des plateformes au pluriel. Et évidemment, derrière, on en a parlé un petit peu ce matin, on est sur les protocoles d'échange, on est sur l'idée, le vocabulaire d'Inspire. Ceux qui ne connaissent pas, vous en faites pas, très bientôt vous allez être mis dans le bain. Et évidemment, on est sur cette notion d'open data, quoique par rapport à la donnée biodiversité, l'idée est excellente, la mise en œuvre de par le système de production de la donnée est un petit peu compliquée, mais ça on pourra en reparler peut-être tout à l'heure. Je ne me suis pas trompé de petit bouton. Le troisième exemple, j'ai intitulé ça « L'unicité de la donnée ». Ça aussi, c'est des cas que je rencontre régulièrement.
vous avez un territoire qui a besoin d'un inventaire. Donc il va voir les spécialistes sur les oiseaux qui lui font son inventaire sur les petits oiseaux. Il a besoin aussi d'un inventaire sur la flore, puisque le territoire veut tout savoir sur son territoire, donc toute la biodiversité. Mais il se trouve que celui qui a produit la donnée sur les oiseaux, étant aussi dans une dynamique par exemple associative, coordination régionale, va envoyer sa donnée dans la base régionale de sa structure. Pour la petite fleur, ça va être pareil. Elle est à la fois au niveau du territoire, mais elle est aussi dans une base régionale qui compile les données flore. Résultat, quand moi, pareil, je suis dans mon enquête où sont les données, je ne sais pas qui a produit, donc j'y vais, je tape tout le monde, je tape ceux qui coordonnent sur les oiseaux, ceux qui coordonnent sur la flore, mais je tape aussi dans les territoires. Taper, façon de parler. Je toque à la porte, parce que je sais qu'il y a certains territoires qui, de même, ont pu faire des inventaires via des bureaux d'études et qui ne les ont pas forcément versés à ceux qui pouvaient coordonner la thématique. Donc, possiblement, de manière avérée, je peux avoir, moi, quand je compte, plus que des doublons, parfois des triplons ou des quadriplons. Avec la difficulté, c'est que parfois, je ne m'en aperçois pas. Quand la donnée n'est pas assez précise, je suis peut-être trop près du micro, quand la donnée n'est pas assez précise, je suis incapable de savoir s'il y a des doublons. Donc le questionnement que l'on pose là, je ne suis pas le seul. À l'échelle nationale, notamment, on en a parlé un petit peu aussi ce matin au travers du SIMP, ils ont bien identifié ce problème-là. On voit bien que c'est derrière le catalogage et la métadonnée qu'il y a quelque chose à faire pour identifier l'unicité de la donnée. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que moi, je n'ai pas de solution. Et je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui a trouvé la solution pour taguer de manière unique les observations. Taguer de manière unique des bases de données, il n'y a pas de souci. Mais l'observation, c'est autre chose. Le quatrième exemple, c'est sur cette adéquation qu'il peut y avoir entre des données et des projets. Donc là, je suis en recherche des belles forêts. Dans le cadre du schéma régional de cohérence écologique, on nous a demandé de travailler sur où sont les réservoirs de biodiversité concernant les forêts. Donc on s'est dit, un piquemar, c'est un oiseau intéressant parce que quand il y a un piquemar qui niche dans un bois, c'est forcément 50 hectares de belles forêts qui sont autour de, pour lequel qui sont le territoire de cet oiseau. Donc un piquemar nicheur, c'est forcément une belle forêt. Donc je vais voir les producteurs oiseaux et sont les piquemars. Les piquemars, on me donne des petits points. Ce sont les deux petits points rouges qui sont positionnés sur la carte. L'embêtant, c'est que ces petits points rouges ne sont pas dans les forêts. Tiens, c'est bizarre. C'est parce que l'observation, elle n'est pas précise en localisation. XY, elle est positionnée au lieu dit. Là, il se passe quoi avec le micro là? Je sais pas, je cherche. Ou je parle trop fort, ou il est trop sensible. Voilà un problème de batterie. Il n'y a pas que la donnée, il y a l'énergie aussi. Donc cette donnée étant positionnée au lieu dit, donc avec une certaine imprécision, je fais mon petit cercle de 500 mètres ou 600 mètres autour du point. Là, 600 mètres, c'est à peu près la distance moyenne entre tous les lieux-dits en Bretagne. Et j'essaye de voir si ça correspond ou pas à certaines forêts. Il y a un point pour lequel il y a deux forêts qui sont possibles. Alors ça, c'est embêtant parce que le piquemar, il niche dans l'un ou dans l'autre, mais pas dans les deux. Donc je ne sais pas quelle est la belle forêt parmi les deux. Ou alors, j'ai carrément un point un cercle autour de mon point qui ne recoupe aucune des forêts. Ce qui veut dire que j'ai un grand nombre d'informations en fait, qui ne sont pas décidables. Donc c'est pas le tout d'avoir des millions de données, c'est pas le tout d'avoir 30 ans de données. Si la donnée ne correspond pas, n'a pas été acquise par rapport à une certaine question, il y a des grandes chances que la donnée ne soit pas utilisable. Alors, il y a une façon de s'en sortir, de mettre à disposition de ceux qui sont dans les structures d'observation, des observateurs, des outils de saisie de la donnée qui soient performants. Ce qui veut dire donner la possibilité
à celui qui est rebuté par le GPS ou par le trafic des multiples couches au travers d'un SIG, la possibilité de positionner très facilement son observation. Donc là, j'ai mis un écran. Je vais peut-être essayer. Voilà, j'ai déjà vu ça dans un film, c'est assez marrant, on va faire ça comme ça. Donc c'est donner la possibilité à l'observateur, au travers d'une interface web, on clique dessus sur la photo, sur l'endroit où on est sur la photo, et automatiquement derrière ça génère dans la base le bon X et le bon Y. Donc là c'est l'exemple du site tout récent Faune de Bretagne, mené par un collectif d'associations en Bretagne. Je ne vais pas toutes les citer, sinon il y en aurait trop. Dont là il y a plusieurs représentants ici dans la salle. Exactement le genre d'outil performant qui automatiquement la donnée est compilée dans la base. Il y a ensuite derrière un système de vérification de la validité de la donnée, mais au moins en termes de précision XY, quelque part ce problème il est réglé. Il est réglé. Pour autant qu'on sache utiliser l'outil. Et je pense qu'il y a encore quelques petits progrès à faire sur Faune de Bretagne. C'est pas toujours évident d'arriver sur la petite fenêtre que vous voyez là. Le cinquième et dernier exemple, qui n'est pas du vécu, mais qui va très certainement être à vivre, ça concerne ce qu'on appelle l'atlas de biodiversité dans les communes, l'ABC. Donc c'est un programme d'envergure nationale mené par le national qui récolte de la donnée, qui fait produire de la donnée en local à l'échelle de la commune. Donc vous avez en Bretagne, je crois, il y a 3 secteurs, 3 communes qui ont déjà réalisé leur atlas de biodiversité. Le projet à venir, dixit le ministère, ce sont des portraits communaux de la biodiversité. C'est-à-dire que sur le fondement de cette information très observation biodiversité, c'est de produire des livrets PDF dont le périmètre d'analyse c'est la commune et de mettre ça à disposition de chaque maire. On pense que ça pose quand même quelques petits soucis. Déjà dans la fabrication du besoin, je pense que le niveau régional ou départemental pourrait être une aide s'il avait été interrogé. Il peut encore l'être. Dans la mécanique, c'est un projet qui est en cours, bien avancé, mais pas complètement abouti. Je pense que ce niveau régional et départemental, de par son expertise de ce qu'est la situation locale, pourrait amener une plus-value, notamment en termes d'analyse. De la donnée locale. Il pourrait être aussi positionné en termes d'aide à la définition du besoin en lui-même de ce qu'est ce portrait de la commune. Peut-être que depuis Paris, on n'imagine mais si on interrogeait chacun des maires des communes, ils auraient peut-être des besoins spécifiques en termes de retour par rapport à leur biodiversité sur le territoire. Et puis ce genre de projet, on parlait d'emboîtement d'échelle, ça pose carrément la question, quand le national travaille directement avec le local, que ce soit dans un aller ou un retour, quelle sera la disponibilité de cette information qui risque d'être peut-être captive derrière des PDF. Donc on sait bien qu'on parle d'open data, mais on connaît aussi nous localement les systèmes de production de la donnée. Je connais très bien comment sont faites les conventions financières et c'est là où souvent ça coince, c'est qu'on a l'impression parfois dans les institutions d'acheter la donnée, d'acheter le droit de faire circuler la donnée et en fait bien souvent on a juste le droit d'exploiter le graphique qu'il y a derrière. Et le jour où on veut mettre à disposition cette donnée, on s'aperçoit qu'on n'a pas mis les bons articles dans la convention et que quelque part la donnée reste encore captive du producteur de données, même si la source financière a été publique. Voilà, j'ai terminé avec ce 5e exemple. J'espère ne pas vous avoir donné une image trop négative de la biodiversité, mais je vous ai dit du sang et du larme et du vécu, et j'espère que ça va vous faire réagir. Merci. Merci.
On va réutiliser ce micro du coup, puisque voilà, on espère qu'il va tenir jusqu'au bout. Merci pour cette présentation. Alors en effet, tu as choisi des exemples de dysfonctionnements ou en tout cas de choses qui peuvent être améliorées. Ce que tu dis bien sûr aussi, c'est que globalement, les sources de données sont très riches. On a beaucoup d'informations déjà bien valorisées aujourd'hui. Alors, toute ressemblance avec des structures serait complètement fortuite. C'est un petit peu ce que tu dis au début. Il y a peut-être quand même des personnes auprès de qui ces illustrations font écho. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir ? Oui, Dominique Halleux du Conservatoire du Littoral. Le Conservatoire du Littoral donc, est propriétaire pour compte de l'État de nombreux sites sur le pourtour du littoral breton et français, mais breton pour ce qui nous concerne. Nous avons pas mal de difficultés à récupérer les données des observations qui sont faites sur les sites du Conservatoire et dont on a un besoin impératif pour établir la gestion du site de manière cohérente. Nous avons mis en place une base de données du style de celle de Faune-Bretagne, mais qui on a quelques années d'avance et les problèmes dont tu parlais tout à l'heure nous semblent relativement résolus chez nous. Il n'y a pas trop de problèmes pour arriver à rentrer une donnée de manière précise. Maintenant, les problèmes qu'on a, c'est pour récupérer les données faites par des observateurs divers sur ces sites. On apprend quelquefois, après avoir fait un travaux, ou pendant qu'on commence des travaux, on nous dit « Ah, bah, il y a telle espèce à tel endroit », mais on n'a pas la donnée en mémoire, on ne sait pas où la trouver. Est-ce que sur les échanges de données, il y a quelque chose qui se trame de positif ? On va dire, nous, nos données sont à qui les veut. À vous également, on a 10 000 données à peu près pour l'instant, mais ça augmente de manière assez rapide. Mais les données des autres, on est pour parler avec diverses associations, on est avec qui ça se passe bien, mais pour l'instant, c'est sur le principe. Le principe est acquis, mais je dirais on n'a pas les données encore. Et comment est-ce que ça peut être amélioré, accéléré ? Qui peut être le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de ces échanges et de ce stockage régional, qui pourrait être régional, qui serait intéressant qu'il soit régional, je pense. Donc, je vais faire des réponses en tant que groupement d'intérêt public et chef de projet de l'Observatoire de la biodiversité, qui a bien deux administrateurs et deux seuls administrateurs que sont l'État et le Conseil régional, mais quand je parle, ce n'est pas au nom de l'État et du Conseil régional, que ce soit clair pour la salle. Donc, en tant que pratiquant l'Observatoire étant né en 2008, on s'est posé tout de suite la question, Observatoire et la donnée. La donnée étant un petit peu au cœur d'eux par rapport à l'état de l'art en termes de biodiversité et de circulation de l'information. Tout de suite, on n'a pas voulu se positionner comme étant la structure qui possiblement, à court terme, allait être la structure de bancarisation ou archivage, ça dépend comment c'est des termes parfois un peu techniques pour ceux qui gèrent la donnée, on va dire archivage, la structure d'archivage à l'échelle régionale. Pourquoi ? C'est parce que la Bretagne est une terre qui est très riche de plein de choses, et notamment de gens, d'associations, d'organismes, pour ne pas dire de caractères, qui produisent beaucoup de données. Donc c'était pas la peine d'arriver comme un chien au milieu d'un jeu de quilles en disant maintenant on change tout et on veut récupérer, nous, à l'échelle régionale, toute la donnée. C'est pas comme ça, de toute façon... je pense qu'on pourrait, qu'on aurait eu une vie saine et sereine malgré le sang et les larmes que je verse sur les bases de données. Si on veut construire quelque chose sur le long terme, il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà. On a de la chance, je dirais que depuis une dizaine d'années, les associations naturalistes font un travail quand même assez formidable pour se mettre ensemble et arriver à produire quelque chose qui est pour l'instant juste une image qui est Faune-Bretagne, mais ça veut dire quoi ? C'est quand même une interface web qui est ouverte à tout le monde. Tous les naturalistes, oiseaux, mammifères, invertébrés, peut-être bientôt, bon, on verra, peuvent rentrer leurs données et tout va dans la même base. C'est-à-dire que c'est les mêmes lignes et colonnes qui sont au même endroit. Et
l'association, on va dire, oiseaux, peut avoir accès aux données mammifères. Les gens qui travaillent sur les invertébrés peuvent avoir donné aux informations oiseaux. Donc il y a une mise en commun qui est extrêmement intéressante. On fait le pari que c'est ça le futur de l'archivage de la donnée en Bretagne. Alors évidemment, il y a des présupposés derrière. Notamment quand on arrive avec des politiques d'État majeures comme celle de la SCAP ou de SRCE, on ne peut rien faire s'il n'y a pas de données. Donc on se retourne vers les associations de protection de la nature, ou ceux qui produisent la donnée naturaliste. Et jusqu'à présent, chaque fois qu'on leur a demandé des informations, j'inclus là-dedans le Conservatoire botanique, mais qui a une place un petit peu particulière, c'est un établissement public, donc de par ses statuts, il y a une ouverture normale de la donnée lorsqu'on pose ce genre de questionnement. Mais le petit oiseau, le petit mammifère, ça reste quand même une donnée d'ordre privé. Bien souvent, on est sur l'acquisition bénévole. Alors après, on peut dire que certaines études ont été financées, mettons par l'Adréal, qu'il y a eu un salarié qui a acquis la donnée, mais que le salarié a été dans l'animation de réseau, mais la donnée en elle-même a été acquise par le bénévole. Donc là, un petit peu la casse-tête pour les juristes. Mais la position qui a été prise par les associations, ça a été de dire, dans ce cadre-là, même si c'est des bénévoles qui ont acquis la donnée, on mettra à disposition l'information parce que c'est une demande publique qui a eu un flux financier public et pour... si la convention financière, encore une fois, a été claire, pour l'instant, nous, dans notre vie d'observatoire, en 8 ans, on n'a jamais essuyé de refus par rapport à la mise à disposition de la donnée. Donc, continuons comme ça, ce qui veut dire qu'il reste quand même des soucis par rapport à la donnée, on va dire, ancienne, et notamment toutes les données qui concernent les espaces protégés. On pourrait imaginer que quand on a un espace protégé, c'est plutôt un bien public et que l'information qu'il y a dessus soit publique. Bon, il se trouve que certains acteurs ne le pensent pas toujours comme ça tout le temps, mais ça reste, je dirais, anecdotique. Après, il faut bien identifier les cas et je pense qu'en travaillant ensemble, on doit pouvoir arriver à faire sauter les verrous. C'est l'espoir qui fait vivre. Le point très très positif pour ceux qui sont bretons depuis pas mal de temps, c'est que quand même depuis 10 ans, on est sur une autre dynamique. Ouf, je dirais. La donnée n'est plus le souci, c'est plutôt l'exploitation de la donnée, ce qu'on en fait et ce qu'on peut lui faire dire au travers de, par exemple, de la SCAP ou du SRCE. Voilà, c'est ça plutôt, je pense, maintenant l'enjeu. Alors par contre, je serais un petit peu plus dubitatif sur le jeune scientifique qui trépigne devant 30 ans de données, c'est magnifique. Moi, j'en connais pas beaucoup des séries de données naturalistes qui ont 30 ans d'âge. La difficulté, c'est que justement, le système d'acquisition de la donnée naturaliste est essentiellement associative et bénévole, et que pour soutenir un dispositif d'acquisition pendant plus de 10 ans, c'est pas simple, mais sur 30 ans, c'est très 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 compliqué. Et il y a très très peu de données qui ont ce temps-là. La question sur ce genre de programme qui est ouvert effectivement à tous, de la validation des données. Il n'y a pas que les ornithologues professionnels, entre guillemets, qui ont accès à ce genre de programme, mais tout un chacun peut rentrer des données sur Faune Bretagne. Donc se pose le problème de la validation, de la certification de toutes les données. C'est le problème majeur de toutes ces plateformes de sciences participatives. C'est pour ça que les invertébrologues sont pour l'instant dubitatifs pour l'ouverture de ce genre de site, parce que reconnaître déjà les papillons, à mon avis, c'est pas facile pour tout un chacun. Quand on va sur d'autres groupes d'invertébrés, c'est compliqué. Mais même déjà, on voit bien sur les oiseaux, c'est difficile. Loire-Atlantique, ils ont, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 2 salariés à temps plein pour valider, certifier toutes les données qui sont rentrées via ce genre de plateforme. Donc ça a un intérêt, hein, je pense, sur du long terme. Les statisticiens ont bien montré que des gros lots de données, même si elles sont
biaisé grossièrement, on peut quand même leur faire dire des choses. Maintenant, l'enjeu, la biodiversité, c'est la norme, hein, au sens le protocole, la norme. Il n'y a pas de raison qu'on arrive à trouver des financements pour acquérir de la donnée hyper normée, protocolée, institutionnalisée dans l'eau, dans les déchets, dans l'énergie. Pourquoi on n'y arrive pas sur la biodiversité? Je ne suis pas sûr que ce soit qu'une question de finance. Enfin, peut-être que c'est qu'une question de moyens, de finances, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça la grosse difficulté dans la biodiversité. On n'a quasiment pas de gros jeux de données qui soient protocolés et normés, à l'exception des poissons via la qualité de l'eau douce. Mais sinon, c'est rien comparé. Je suis vraiment jaloux de mes petits copains qui travaillent dans l'énergie et la biodiversité dans les déchets au sein du GIP Bretagne Environnement. Ils ont des bases de données énormes, des gros tuyaux branchés sur ces bases de données. Leur difficulté, c'est qu'est-ce que j'en fais? Ils en ont tellement, ils croulent sous la donnée. Moi, j'en suis pas loin. Je sais pas, du coup tu l'as dit, mais c'est par rapport à ce genre de portail, bon nous on y participe, mais c'est vrai qu'il n'y a que 3 groupes d'invertébrés qui ont été pris en compte, les odonates, les rhopalocères, donc les papillons de jour, et puis je crois que c'est les orthoptères, le 3e. Non, pour le moment il n'y a que papillons et libellules alors. D'accord. Du coup, il y avait un autre problème autre que la validation qui se rajoute pour le volet invertébré en tout cas, c'est les référentiels taxonomiques, c'est-à-dire les noms d'espèces qui changent souvent et en plus parce que nous on a vraiment un listing d'espèces très 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 important et qui est très difficile à gérer pour une base comme ça, c'est-à-dire que quand c'est pour travailler sur 100 espèces, 200 ou peut-être même un millier ça va, mais quand on arrive à 10, 15 000 espèces à mettre dans une base, ne serait-ce que le nombre de lignes, rien que pour les noms d'espèces, ça commence déjà à être difficile à gérer. Je crois que c'est une des limites de ce portail, c'est que pour le volet invertébré, il y a plein de groupes qu'on pourra jamais faire, quoi. Faut pas rêver. C'est vrai qu'il faut se centrer sur des groupes faciles, quoi, ou en tout cas accessibles pour la plupart. Faut pas avoir peur des volumes. Hein. L'informatique adore les volumes. Elle déteste la complexité, mais elle adore les volumes. Donc elle ne va pas être gênée par le nombre de lignes. Je vois plutôt la difficulté dans la validation de l'observation par rapport aux invertébrés. On voit bien qu'on ne peut pas ouvrir à n'importe quel type d'espèce. Sinon, je ne vois pas comment tu vas pouvoir valider, toi, derrière la donnée, quoi. Déjà, par rapport aux oiseaux, c'est pas évident. On fait par rapport à quoi? Par rapport à la possibilité que cet oiseau soit présent sur le territoire à cette époque-là. Et peut-être que la personne, si elle est connue, oui, donc on fait confiance. Si elle n'est pas connue, il va falloir qu'il saute des barrières, hein, la personne, pour montrer qu'elle a bien vu. Donc c'est compliqué. Complètement. Donc ces bases-là, quand elles ne permettent pas de pouvoir rentrer de la donnée protocolée, ce qui est quand même un petit peu en cours, hein. Ils imaginent ouvrir des portails, enfin des sous-portails ou des sous-portaux spécialisés par rapport aux données au ROM, enfin les données oiseaux marins ou les données wetland. Sinon, on reste dans l'acquisition d'un volume de données qui doit être absolument énorme, mais derrière un gros travail en termes statistiques, hein, pour analyser les biais, les erreurs. J'ai encore une question sur les catalogages de métadonnées. Je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire de savoir un petit peu, en gros ça signifie savoir où se trouvent les données, dans quelle base et qui c'est qui a tel type de données, c'est ça en fait. Alors on peut tout cataloguer, mais la première chose c'est quand on a une donnée, c'est la décrire. C'est ça, à la base, la métadonnée, c'est ça. On a une couche sur les frayères en Bretagne, les frayères à brocher en Bretagne. C'est tout récent, ça vient de sortir dans la forme peut-être un peu avant projet, mais ça vient de sortir. Et il y a 4 pages qui décrivent la donnée. Quand on a une base donnée sur les invertébrés, de quoi elle parle cette base ? Les champs, on les explicite, c'est qui l'a fait, les droits d'utilisation, droits d'usage, après derrière, c'est tout ça qu'il doit y avoir dans la métadonnée. Et c'est ça qui doit servir quelque part ensuite dans le premier catalogage, on catalogue les métadonnées. Et ensuite on va cataloguer la donnée en elle-même. Ça va être ton boulot ça pour 2015. Pôle métier biodiversité, mais on en reparlera.